Devenir propriétaire, c'est le rêve de presque tout le monde, parce que c'est ce qu'on nous met dans la tête depuis notre plus jeune âge. Louer, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, et la pierre, c'est du solide. Sauf que l'immobilier n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. Les taxes explosent, les charges aussi, et pourtant ça reste le placement préféré des Français. Est-ce que tu as déjà fait le calcul pour savoir combien ça coûte d'être propriétaire de sa résidence principale? Et je ne parle pas seulement de la mensualité qu'il faut rembourser à la banque, je parle du vrai coût d'être propriétaire en 2026. Parce que je peux t'assurer que beaucoup de gens ont eu de très mauvaises surprises après avoir signé chez le notaire. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent plus partir en vacances, qui n'ont plus aucun loisir et qui travaillent uniquement pour rembourser leurs crédits, leurs charges et leurs taxes foncières. Et si elles pouvaient revenir en arrière, elles feraient un choix différent. Dans cette vidéo, je vais te donner les avantages et les inconvénients d'être propriétaire et locataire avec des cas concrets et chiffrés afin de t'aider à déterminer si tu dois être propriétaire ou locataire en 2026. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec l'exemple de Lucas, 28 ans, célibataire, qui travaille à Lorient, en Bretagne. Comme beaucoup, il se dit que c'est le moment d'arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre et de devenir propriétaire. Il a repéré un appartement de 50 mètres carrés en centre-ville, prix affiché 134 000 €, soit environ 2 700 € du mètre carré, ce qui correspond au prix moyen du marché lorientais en 2026. Alors 134 000 €, ça peut sembler accessible, mais ce n'est pas du tout le montant qu'il va payer réellement. Première surprise, les frais d'agence. Lucas est passé par une agence pour visiter l'appartement, ce qui est le cas de la grande majorité des acheteurs. Les frais d'agence représentent environ 7% du prix d'achat, soit 9 380 €. Les frais d'agence auraient pu être évités en passant par un vendeur particulier, mais les biens en direct se font de plus en plus rares. Deuxième surprise, les frais de notaire. Dans l'ancien, ils représentent environ 8% du prix d'achat, soit 10 720 € supplémentaires qui partiront le jour de la signature chez le notaire. Ces frais couvrent les taxes, les droits d'enregistrement et la rémunération du notaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire gagne seulement l'équivalent de 20% des frais de notaire qui sont prélevés à l'acheteur. Entre les frais d'agence et les frais de notaire, Lucas débourse déjà 20 100 € qu'il ne reverra jamais. Le coût réel de son appartement n'est donc plus de 134 000 €, mais de 154 100 €. Passons maintenant au financement. Pour t'accorder un crédit, ta banque te demandera certainement un apport compris entre 10 et 20% du prix du bien. Lucas a réussi à mettre 20 000 € de côté depuis son entrée dans la vie active et il a décidé d'utiliser 15 000 € comme apport et de garder 5 000 € en épargne de précaution. Il lui reste donc 139 100 € à emprunter. Sa banque lui facture également des frais de dossier qui représentent environ 1% du montant emprunté, soit 1391 € très exactement. Lucas emprunte donc 140 491 € sur 20 ans au taux actuel de 3,3%. Sa mensualité de crédit s'élève à environ 801 € par mois et en ajoutant l'assurance emprunteur qui est obligatoire pour obtenir un crédit immobilier, on arrive à 836 € par mois à rembourser. Et là, première claque, le coût total des intérêts sur 20 ans dépasse les 60 000 €. Lucas va rembourser bien plus que ce qu'il a emprunté, mais c'est le prix à payer pour avoir accès au financement de sa banque. Pour comparer, à Lorient, le loyer moyen pour un appartement de 50 mètres carrés tourne autour de 720 € par mois. Et en tant que locataire, Lucas n'aurait pas eu à sortir 15 000 € d'apport, mais l'équivalent de 1 ou 2 mois de loyer pour la caution qui aura été demandée par le propriétaire. Donc avec uniquement sa mensualité de crédit, Lucas paye 116 € de plus par mois qu'un locataire. Et pourtant, ce n'est que le début parce qu'on n'a pas encore parlé de la taxe foncière, des charges de copropriété et des travaux d'entretien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En plus de rembourser son crédit, Lucas va devoir payer chaque année la taxe foncière. À Lorient, pour un appartement de ce type, il faut compter environ 800 € par an, soit 67 € par mois. Et ce chiffre ne va pas baisser parce qu'en France, la taxe foncière a augmenté en moyenne de plus de 25% en 10 ans. À cela s'ajoutent les charges de copropriété et c'est souvent là que les gens ont le plus de mauvaises surprises. Entretien des parties communes et des espaces verts, assurance de l'immeuble, frais de syndic, parfois même ascenseur. Dans un immeuble classique, ces charges peuvent rapidement dépasser les 100 € par mois. Mais pour rester conservateur, je vais prendre 70 € par mois dans notre exemple et pour l'appartement de Lucas. Honnêtement, les charges de copropriété, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Putain de merde!
Il y a aussi les gros travaux collectifs, ravalement de façade, remplacement de la toiture, changement des fenêtres des parties communes. Ces charges sont votées en assemblée générale et il est très difficile de les refuser. Le vrai coût de ces travaux est difficile à estimer, mais on recommande de provisionner entre 1 et 2% de la valeur du bien chaque année. Donc sur 134 000 €, cela représente environ 1 300 € par an, soit 108 € par mois. Et là, je vais te parler de mon expérience personnelle, parce que je suis moi-même propriétaire de 2 appartements que j'ai mis en location. Et je peux te dire que les dépenses explosent beaucoup plus vite que ce qu'on l'imagine. Avec l'entretien de la chaudière, les fuites d'eau, le changement d'une porte de service, les dépenses s'accumulent rapidement, donc ce budget de 1 à 2%, je peux t'assurer que dans la vraie vie, on l'atteint facilement. Pour revenir à Lucas, en plus de sa mensualité de crédit de 836 € par mois, il faut ajouter 67 € par mois pour la taxe foncière, 70 € par mois pour les charges de copropriété et 108 € par mois pour le budget d'entretien annuel de la copro. La mensualité s'élève donc à 1 080 € par mois et on explose les scores par rapport à la personne qui a décidé de rester locataire dans un appartement similaire. La différence, c'est 360 € par mois, soit plus de 4 300 € par an, que Lucas paye en plus par rapport à quelqu'un qui a décidé de rester locataire. Et ça, c'est dans un scénario conservateur où tout se passe globalement très bien. Maintenant, si on regarde ce que représentent toutes ces dépenses sur 20 ans, ça fait vraiment froid dans le dos. Il fait au moins 8 000. La partie acquisition représente 155 491 € et comprend le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire et les frais de dossier de la banque. À ça, il faut ajouter 60 041 € d'intérêt et d'assurance emprunteur qui partent directement dans les poches de la banque, puis 60 600 € pour la taxe foncière, les charges de copropriété et les travaux dans la copro. Le coût total pour devenir propriétaire d'un appartement de 50 mètres carrés en centre-ville de Lorient est de 276 132 €, soit 1 150 € par mois pendant 20 ans. Si Lucas était resté locataire pendant 20 ans avec un loyer de 720 € par mois qui augmente de 1% par an pour tenir compte de l'inflation, il aurait déboursé 191 800 €. C'est 84 332 € de moins que s'il avait acheté pour devenir propriétaire. Dans cet exemple précis, devenir propriétaire coûte beaucoup plus cher que d'être locataire. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas devenir propriétaire? Pas forcément, parce que cela dépend de ton âge, de ta situation et de la ville dans laquelle tu souhaites acheter. L'un des points les plus importants pour définir s'il est préférable d'être locataire ou propriétaire est la localisation. Parce qu'en fonction de la zone géographique, acheter peut être avantageux ou une véritable catastrophe. En moyenne, en France, il faut environ 15 ans pour que l'achat devienne plus rentable que la location. Mais ce chiffre cache des réalités très différentes selon les villes. À Brest, par exemple, il suffit de 9 ans pour qu'un achat de 70 mètres carrés coûte moins cher que de louer le même bien. À Rouen, on est sur 14 ans. Concrètement, ces villes restent accessibles et y acheter un appartement ou une maison peut avoir du sens en fonction de tes objectifs. Mais quand on regarde les grandes métropoles, la tendance s'inverse complètement. À Bordeaux, il faut attendre 22 ans, à Aix-en-Provence 27 ans et à Paris 29 ans. Si tu achètes à Paris aujourd'hui à 30 ans, ton achat ne sera rentable qu'à tes 59 ans. Tu auras passé la quasi-totalité de ta vie active à rembourser ton crédit, tes charges et ta taxe foncière. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu t'éloignes des grandes villes, plus l'achat devient intéressant. Dans les villes moyennes et en périphérie, les prix sont encore accessibles, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut faire attention à la localisation, à l'environnement et surtout au prix du mètre carré. En 2026, il ne faut pas hésiter à faire des offres parce que c'est en négociant que tu vas pouvoir saisir de belles opportunités. Être propriétaire, ça a des avantages réels qu'il faut reconnaître. D'abord, la sécurité, parce que personne ne peut te mettre à la porte. Tu es chez toi, tu peux personnaliser le bien comme tu veux et tu peux prendre des décisions sans demander la permission à qui que ce soit. Ensuite, si les taux d'intérêt baissent, tu peux renégocier ton crédit et réduire la mensualité de ton remboursement. C'est un levier que le locataire n'a pas parce qu'il ne peut pas négocier son loyer auprès de son propriétaire. Quand tu es propriétaire, tu construis un patrimoine que tu peux transmettre et une fois le remboursement de ton crédit terminé à 100%, tu ne dois plus d'argent à ta banque. Ton bien t'appartient et personne ne peut te le prendre. Et il faut avouer que être propriétaire, c'est concret et sur le plan de la transmission, l'immobilier reste imbattable. On le voit bien avec l'héritage, surtout en France. Enfin, il y a la question du prix d'achat et c'est selon moi le facteur le plus sous-estimé. Si tu arrives à négocier un bien qui nécessite des travaux, tu peux l'acheter bien en dessous des prix du marché, en faire ta résidence principale et te créer une plus-value grâce aux travaux et sans payer d'impôts parce que
justement c'est ta résidence principale. Dans le cas d'une rénovation, la résidence principale prend vraiment tout son sens et est vraiment sous-estimée. Mais être propriétaire, ce n'est pas que des avantages. Le premier inconvénient, c'est la mobilité. Si tu dois déménager suite à une mutation professionnelle, à un divorce ou que tu veux simplement changer de vie, alors tu dois vendre ton bien et vendre, ça prend du temps, surtout en 2026. Si tu es pressé, tu devras baisser ton prix et tu risques de perdre beaucoup d'argent si tu as acheté ton bien il y a seulement quelques années. Ensuite, la taxe foncière augmente chaque année et elle a progressé de plus de 25% en 10 ans et tu ne peux rien y faire. Et si tu achètes en copropriété, il y a une part d'imprévisibilité avec les travaux qui peuvent être votés en assemblée générale. Une fois que les travaux ont été validés par la majorité des propriétaires, il faut payer et certains propriétaires se retrouvent avec des appels de fonds de plusieurs milliers d'euros à payer sans l'avoir anticipé. Et il y a un dernier point dont on ne parle pas assez, le DPE. Depuis 2025, les logements classés G sont interdits à la location et en 2027, ce seront les logements classés F qui seront interdits à la location. Si tu achètes un bien mal classé sans prévoir un budget de travaux, tu prends le risque de te retrouver avec un bien mal isolé qui va te coûter cher en chauffage et dont la valeur va chuter par rapport à la moyenne des prix du marché. C'est un risque que beaucoup d'acheteurs sous-estiment et je trouve que c'est une grosse erreur. Être locataire, c'est avant tout la liberté. Tu peux déménager en quelques semaines pour saisir une opportunité professionnelle ou simplement pour changer de vie. Tu n'as pas de biens à vendre et donc tu n'as rien pour te retenir. Pour partir, il te suffit d'envoyer ton préavis à ton propriétaire et un mois plus tard, tu peux être à l'autre bout de la France. Et les imprévus comme une fuite d'eau, une chaudière qui lâche ou une toiture qui fuit, ce n'est pas ton problème. Tu appelles ton propriétaire et tu passes à autre chose. Mais l'avantage le plus puissant de la location, c'est ce que tu peux faire avec l'argent que tu n'immobilises pas. Si tu restes dans un petit appartement, que tu investis intelligemment la différence entre ton loyer et ce qu'aurait été ta mensualité de crédit, tu peux construire un patrimoine financier très solide sans te priver de ta liberté, sans t'engager sur 20 ans et sans subir les charges qui augmentent chaque année. Ce dernier point ne fonctionne que si tu investis vraiment cette différence, parce que si tu les dépenses en restaurant ou en voyage, la location ne t'apportera aucun avantage financier. Mais être locataire a aussi ses limites. La première, c'est le manque de liberté. Tu ne peux pas abattre une cloison, refaire la cuisine à ton goût ou peindre les murs sans l'accord de ton propriétaire. Tu habites chez quelqu'un d'autre et forcément, ça se ressent au quotidien. Ensuite, tu ne profites pas de l'effet de levier du crédit. En achetant, tu utilises l'argent de la banque pour te construire un patrimoine, alors qu'en louant, tu enrichis un propriétaire. Et si tu n'investis pas activement en parallèle, tu arriveras à la retraite sans patrimoine et malheureusement, tu resteras locataire toute ta vie. Quand tu es locataire, tu subis les hausses de loyer sans pouvoir négocier. Ton propriétaire peut augmenter le loyer chaque année dans la limite de l'indice de référence et certaines années, cette hausse peut être significative, donc forcément, ça impacte ton budget. Pour résumer, voilà comment je vois les choses. Acheter a du sens si ta situation professionnelle et familiale est stable, si tu te projettes dans la même ville sur le long terme, si tu as besoin de cette sécurité d'être chez toi et si tu es prêt à assumer les responsabilités et les coûts qui vont avec. Et surtout, n'oublie pas de négocier le prix d'achat. C'est le levier le plus puissant que tu as en tant qu'acheteur et c'est souvent celui qu'on utilise le moins. Rester locataire est plus intelligent si ta carrière peut te faire bouger, si tu es encore en train de construire ta vie personnelle et professionnelle, si tu veux garder ta liberté et ta flexibilité ou si tu as envie d'investir ce que tu économises chaque mois pour faire grossir ton patrimoine sur les 10 prochaines années. Acheter un bien immobilier, c'est une étape importante dans une vie, mais ce n'est pas une obligation et ce n'est certainement pas une décision à prendre à la légère. Que tu sois propriétaire ou locataire, ce qui compte, c'est que cette décision aille dans le sens que tu souhaites donner à ta vie. C'est le plus important. Je suis curieux de connaître ton avis sur ce sujet, donc n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. À la prochaine.